Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans un tout nouveau podcast et on va parler de l'overthinking, le syndrome overthinking comme j'aime bien l'appeler. C'est parti. Bonjour toi, sens-toi libre et à l'aise pour écouter ce podcast qui t'accompagne vers plus de conscience et d'amour de soi, des autres et du monde. Je m'appelle Laura et j'ai à cœur de t'accompagner à travers mon cheminement et mes apprentissages vers une vie plus alignée et plus heureuse. Je te propose alors de partir à la rencontre de qui tu es et de tout ce qui compose notre monde. Il est vraiment temps d'ouvrir grand. Aujourd'hui du coup j'avais envie d'aborder ce sujet avec vous parce que c'est quelque chose qui me touche, j'ai envie de dire, et que je vis depuis que je suis petite. Et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont aussi ce syndrome, si on peut dire ça, même si ça n'a rien d'une maladie, qu'on soit bien d'accord, ça n'a rien d'ailleurs de mauvais, de mal ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste une manière de fonctionner, j'ai l'impression. Et je vais vous expliquer un petit peu du coup mon cheminement à travers tout ça, comment moi je le perçois. Déjà, dans un premier temps, j'ai vraiment l'impression que ça touche les personnes qui sont un petit peu plus sensibles que d'autres. Non pas que ceux qui ne pensent pas énormément dans leur tête ne sont pas sensibles, c'est faux parce que je connais des exemples de personnes qui ont une sensibilité accrue et en même temps qui ne sont pas forcément atteints du fait de penser énormément. Donc voilà, mais je trouve que c'est quand même une majorité de personnes qui, si ces personnes font partie des gens qui pensent énormément, sont aussi des personnes qui ont une grande sensibilité et qu'on peut même catégoriser parfois d'hypersensibles, en tout cas qui se retrouvent dans cette catégorie-là, si on peut dire ça comme ça. J'aime pas catégoriser les gens, mais c'est vrai que pour qu'on puisse se comprendre et qu'on puisse parler de la même chose, qu'on parle un peu de caractéristiques de la personne, etc., on utilise des termes que tout le monde connaît et ça permet d'aller aussi plus vite dans le cheminement et dans l'explication du propos. Voilà. Pour moi déjà, qu'est-ce que c'est l'overthinking, l'overthinker? Désolée pour mon accent, j'essaye de bien le dire, mais c'est un mot anglais qui n'est pas forcément des plus faciles à prononcer. Pour moi, c'est ce sentiment, même plus que ça, c'est cette obligation de ton cerveau à réfléchir constamment. C'est même pas en fait toi qui décides, c'est comme ça, tu fonctionnes comme ça, et ça va être ce fait de tout le temps penser, tout le temps cogiter, penser à qu'est-ce qui s'est passé, comment ça peut se passer. Donc soit ça va être tourné vers le passé en ruminant par rapport à justement j'aurais pu dire ça, j'aurais dû faire ci, mais pourquoi ça s'est passé comme ça, et on ressasse constamment ce qui s'est passé et on pense en fait constamment à ça, et s'il y avait eu telle chose ou telle personne, peut-être que ça serait comme si, et on envisage tout un tas de choses après avec les et si, et si, et si. Et ça peut être aussi tourné vers le futur, où là, justement, ça va être anticipé, donc ça va être plus vers l'anxiété du coup, de se dire comment ça va se passer, il faut que j'anticipe, il faut que je pense à ci, il faut que je pense à ça, quand il y a un projet par exemple, ou alors quand c'est avec des personnes, qu'est-ce que la personne est en train de penser, et si nana, et si truc, et moi, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de remise en question de soi, est-ce que je suis pas assez, est-ce que je suis bien, est-ce que si je fais ça c'est mieux, et est-ce que la personne elle pense ça, et si nanan, et en fait voilà, c'est constamment penser, ce petit vélo mental là qui ne cesse jamais de fonctionner, et ça peut venir au cours de la journée, et souvent aussi c'est très présent la nuit, donc soit on n'arrive pas à trouver le sommeil parce que justement le truc il s'enclenche et puis ta, soit au réveil, ou quand on se réveille, à la base c'était pas forcément l'heure du réveil, là ça va s'enclencher et impossible de se rendormir du coup. Donc voilà, ça dépend vraiment des gens, des situations, du sujet auquel on est en train de réfléchir. Et donc pour moi c'est un petit peu ça en fait, c'est ce truc de avoir ce vélo mental qui s'enclenche très souvent, voire quasiment tout le temps en fait, et qu'on est constamment en train de penser à tout, d'envisager tout, de voir un peu toutes les possibilités, de réfléchir à tout, de penser aux gens, comment ils vont se sentir, qu'est-ce qu'ils peuvent penser, qu'est-ce qu'ils peuvent dire, comment ça va se passer, comment moi je peux faire pour que ça se passe au mieux, comment moi je peux être, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien, et de tout suranalyser, de tout penser, de tout réfléchir. On va
l'avouer, franchement, on va pas se mentir, c'est quelque chose qui est quand même assez fatigant, hein, voilà, de tout le temps penser, c'est épuisant. Surtout qu'en plus, ça peut venir perturber le sommeil, donc forcément, ça n'aide pas non plus sur ce qui est de l'énergie, parce que si ça vient nous enlever des heures de sommeil, ça n'aide pas, on est d'accord. Et puis, surtout, ça empêche d'être bien dans le moment présent, de ralentir, parce qu'il y a tout le temps cette émulsion de pensées et de choses dans la tête, en fait, qui tournent en boucle. Et le pire, j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a même pas de sentiment de... Enfin, il n'y a pas d'émotionnel derrière ou quoi, peut-être un peu de peur ou un peu de... Mais c'est même pas tant ça, c'est simplement le cerveau qui est comme ça, qui a besoin d'y réfléchir, de trouver d'envisager toutes les options possibles, pardon, de, ouais, d'analyser, de comprendre, d'aller chercher, explorer toutes les options, tout ce qui peut être, pourquoi ça s'est passé comme ça, comment ça peut se passer au mieux, et voilà. Et en fait, ça, bah, forcément, c'est une manière de fonctionner qui peut être fatigante et surtout qui peut ne pas être comprise aussi par les autres. Moi, souvent, on m'a dit, mais tu penses trop, tu réfléchis trop, pourquoi tu penses à ça, t'as pas besoin d'analyser ça. D'ailleurs, la personne avec qui je suis en ce moment me le dit tout le temps. Tu te prends trop la tête, arrête de réfléchir, c'est pas grave, on verra sur le moment. Sauf que moi, c'est vraiment ma manière de fonctionner. Et pour avoir parlé avec plein de personnes qui sont aussi dans ce schéma de faire, euh, bah en fait, on peut pas faire autrement. À vrai dire, c'est un peu le logiciel de qui on est, qui fonctionne comme ça. Et je pense que du coup, le plus intéressant là-dedans, c'est de reconnaître qu'on est comme ça, de l'accepter, et puis d'apprivoiser en fait ça. De se dire, ok, comment je peux faire justement de se servir de ce cerveau qui pense beaucoup et qui est en émulsion constamment. Comment je peux faire pour vivre mieux avec, pour le mettre à mon service et justement pas qu'il me desserve. Et puis... ouais, apprendre à vivre avec en fait. Et comme ça, ça va vraiment permettre de trouver un équilibre entre ce que vous avez l'habitude de faire et tous ces schémas, ces comportements, ces manières de faire qui sont vraiment en pilote automatique et de reprendre un peu le dessus pour se dire ok, là j'ai besoin de tranquillité, par exemple, vous avez des vacances de prévues, et ben je vais développer des outils, des techniques pour pouvoir le faire un peu taire, ralentir et puis juste pouvoir profiter du moment présent sans justement constamment être dans ma tête à réfléchir à un milliard de trucs. Et derrière, bah justement, quand on est dans un projet créatif, quand on est je sais pas moi, le travail ou dans des choses où justement on est sollicité, on a besoin d'être créatif, de créer des choses, de penser, d'organiser, de planifier, etc. Et ben là justement on s'en sert parce que c'est un super outil et c'est une super manière de fonctionner qui permet de penser à tout, d'avoir une vue d'ensemble, d'être hyper productif, d'envisager plein de choses, de penser à ce que d'autres n'auraient même pas pensé parce que nous ça fuse, on a des idées à la minute et on envisage plein de choses, donc ça peut être aussi quelque chose de très bénéfique et de porteur en fait, parce que personnellement je me sers de mon expérience parce que forcément c'est ma vie et étant une overthinkeuse, du coup, je peux parler de mon expérience. Je sais que par exemple, quand j'étais en cours, que ce soit à l'école, au collège, au lycée, pendant mes études supérieures, etc., c'est quelque chose qui m'a énormément servi parce que je captais les choses hyper rapidement. Je retenais, bon après ça c'est la mémoire, j'ai une bonne mémoire, je retenais les choses très facilement. J'avais une vue d'ensemble, j'étais très forte pour synthétiser les éléments, les informations. J'analysais très vite. Donc avec ce côté logico-mathématique, bah, j'étais très bonne aussi dans tout ce qui était maths, physique, etc. Et pourtant, je n'aimais pas forcément la physique à ce moment-là. Les maths, oui, mais la physique, non. Bref, j'avais des facultés qui me permettaient justement d'être bonne, que ce soit en rédaction, en synthèse, en analyse des choses. Je comprenais qu'est-ce qu'on me demandait dans les consignes directement, où est-ce que, par exemple, l'évaluation ou le prof pendant son cours voulait en venir. Et du coup, je pouvais aller plus loin, je pouvais approfondir les choses. Et puis quand j'avais pas envie aussi, bah, je pouvais juste me reposer un peu sur mes lauriers. Voilà, soyons honnêtes, c'est un petit peu ce que j'ai fait aussi à certains moments. Bref, tout ça pour dire qu'on peut s'en servir aussi pour nous, on peut le mettre à notre service et que ça soit utile et que ça puisse nous porter vers, par exemple,
des résultats positifs, des objectifs atteints dans la sphère du travail par exemple, dans le professionnel, ou même que ce soit quand on est avec des amis en train d'organiser quelque chose, ou peu importe. Ça peut être quelque chose vraiment qui nous sert parce que on va avoir une manière d'appréhender les choses, on va penser à plein de choses et ça va venir en complément des autres qui eux ne fonctionnent pas comme ça. Et ça peut rapporter un vrai plus quand on est en travail en groupe ou quand on est dans notre travail perso tout simplement. Donc voilà, ça c'est la première chose que je voulais partager avec vous. La seconde, c'est qu'il y a quand même une notion derrière de contrôle. Ça je l'ai compris il y a un moment et ça vient de me revenir un petit peu en pleine face. C'est que la personne qui va penser beaucoup et qui va suranalyser, il y a forcément derrière une petite idée... un petit syndrome pour le coup de contrôle, de vouloir avoir la main sur les choses pour ne pas se laisser surprendre, ne pas se laisser dépasser par les événements et ne pas se retrouver dans une situation où on se dit oh putain, je n'avais pas envisagé ça, je n'avais pas prévu comment je vais faire pour réagir, je sais plus, et de se sentir démuni sans aucun moyen et de se sentir en fait complètement dépassé et de se laisser couler dans une situation qui va juste nous paralyser parce qu'on ne saura pas comment réagir. Pour éviter ça, parce que ça ne fait pas plaisir et c'est pas quelque chose qui nous plaît, et ben on va développer ce truc de contrôler, de tout envisager, de réfléchir à un milliard de choses pour pouvoir justement ne pas se retrouver confronté à des situations qui nous dépassent. Et ça va être valide dans tout, même dans le relationnel, d'envisager toutes les possibilités, comment la personne va se sentir, qu'est-ce qu'elle peut penser, de quoi elle a besoin, comment nous on peut se comporter, qu'est-ce qu'on peut nous apporter à l'autre, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire, la petite pensée, la petite attention, et puis si je fais ci, et puis si on organise ça comme ça sera plus facile pour tout le monde, etc., etc., etc. Et bah finalement, c'est aussi ce moyen de garder le contrôle sur les événements pour ne pas déplaire aux gens, ne pas décevoir les autres, ne pas se faire rejeter, ne pas se faire abandonner. Après ça va être propre à chacun et ça va mettre en fait en lumière nos propres blessures et ce justement qu'on a besoin de venir voir à l'intérieur de nous. Si on a ce contrôle sur les choses, c'est parce qu'on ne veut pas que quelque chose arrive. On ne veut pas se faire dépasser par les événements, on ne veut pas avoir un changement en pleine face et devoir subir une situation, on ne veut pas décevoir les autres, on ne veut pas être rejeté, on ne veut pas que les autres ne nous aiment plus, on ne veut pas qu'ils nous pointent du doigt, on ne veut pas se faire juger, on ne veut pas se faire critiquer, on ne veut pas se sentir pas assez, etc., etc., etc. Il y a un milliard de raisons, prenez ce qui résonne avec vous et peut-être qu'en disant ça, en écoutant ça, vous vous dites ah ben moi c'est ça, parce que vous savez que ce serait le pire scénario qui puisse vous arriver et que c'est pour ça que vous avez constamment besoin de réfléchir et d'analyser et d'envisager toutes les options. Parce que vous ne voulez pas que ça arrive et c'est du coup en gardant le contrôle que vous minimisez les chances que ça arrive. Bon, le fait est que ça peut quand même arriver et il faut l'envisager. Je rigole. Voilà, c'est bon de le savoir aussi, que derrière ça, en fait, derrière le fait de penser constamment, il y a aussi vraiment, d'une part, le besoin de contrôle qui masque la peur que quelque chose arrive, qui va être en lien justement avec nos propres blessures, nos propres failles, nos propres souffrances du passé. Je pense que d'aller explorer le pire scénario, pourquoi on veut autant garder le contrôle, pourquoi on veut autant comprendre les choses, analyser, envisager, anticiper, etc., etc. De quoi on a le plus peur et justement qu'est-ce que le contrôle vient masquer et qu'est-ce qu'il vient combler et quelle faille en fait il met en lumière. Et c'est en venant voir ça, en explorant ça et justement en guérissant et en libérant ce qu'il y a autour de ça, qu'on va vraiment mettre le doigt, qu'on va mettre la main sur la raison qui fait qu'on développe ce comportement de contrôle et qui fait justement qu'après on va constamment penser à un milliard de choses pour, comme vous l'avez compris, pallier à cette perte de contrôle qui vient masquer un besoin plus profond. Identifier ce besoin, c'est identifier la faille, on va dire, qu'il y a eu dans le passé et c'est justement mettre le doigt sur ce qui va nous permettre de sortir de ça. Donc si vous avez envie aussi de venir cheminer et d'approfondir un peu ce travail sur soi, cette compréhension de vous-même, c'est une piste de réflexion qui va être excellente et qui va vous permettre justement de réduire un petit peu ce besoin de contrôle et de maîtrise des choses, qui va aussi vous permettre d'abaisser un petit peu ce ruminement mental qui est constant.
Et ça peut faire du bien parce que du coup, vous reprenez un peu d'énergie pour vous et cette énergie, elle est plus constamment dans votre tête. Ça vous redonne un nouveau souffle et ça permet aussi de faire un petit peu, vous voyez, ralentir ce système interne qui est constamment en ébullition parce que c'est un système de protection, c'est un système de réponse à de la souffrance du passé. Vous voyez, c'est des mécanismes comme ça, on fonctionne comme ça. D'ailleurs, je vous parle de tout ça parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis thérapeute et j'accompagne les personnes justement à venir déceler ces choses du passé qui font qu'aujourd'hui on a des comportements comme ci ou comme ça. Donc ça, c'est ma manière de fonctionner. Vous pouvez en savoir un petit peu plus, venez me rejoindre sur Instagram ou sur mon site internet. Dans tous les cas, c'est mon travail et donc c'est pour ça que je peux aussi connaître un petit peu ces mécanismes de défense, de protection, etc. et comment on fonctionne et comment on vient pallier une blessure du passé par des comportements là, par exemple, de contrôle, etc., etc. Donc si vous vous reconnaissez dans ces schémas-là et dans ces comportements-là, vous pouvez aller explorer un petit peu justement qu'est-ce que vous voulez cacher, dissimuler, éviter et qu'est-ce que ça révèle chez vous. Et ça sera vraiment une énorme piste de réflexion et justement un bon chemin de travail sur vous pour venir effacer ça et réduire tout ça. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. J'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube ou à mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et puis je vous dis à la prochaine pour un tout nouveau podcast. Prenez bien soin de vous.